Le temps de carême, c'est le temps de la fraternité. Il y a aussi les brasseurs d'air en dessous, là. C'est pas bon d'être seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, c'est aussi le temps de faire connaissance. Nous sommes rassemblés dans cette église paroissiale de Saint-André pour vivre la 7e édition des conférences de carême, avec pour thème Église et école face aux violences, approche socio-pédagogique. Aujourd'hui, nous aurons un conférencier, mais pour ces conférences, ils seront 2. Le professeur Dany Décalé, sociologue de l'éducation, et l'abbé Michael Oyonmoussavou, aumônier national des jeunes, diplômé en philosophie de l'éducation. Sans plus tarder, avec respect, avec déférence qui s'impose, je vais inviter l'abbé Jean Davy pour la prière, le mot d'introduction. Suivons. Je nous invite à nous mettre debout, s'il vous plaît. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté. Portés par la grâce de l'Esprit, Seigneur, nous tournons vers toi pour te dire merci. Merci pour ce temps de grâce qu'est le carême et pour cette activité des conférences de carême. Merci pour cette première soirée de cette édition. Merci pour les intervenants. Merci pour les participants. Ouvre nos cœurs, dispose-les à accueillir l'enseignement de ce jour et transforme-nous en artisans de paix dans tous les milieux de vie, en particulier dans nos écoles. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, chers conférenciers, chers éducateurs, chers parents et chers élèves, c'est avec un grand sens du devoir que nous nous retrouvons en ce temps de grâce qu'est le carême pour l'ouverture de la 5e édition des conférences de carême organisée par la commission catéchèse et formation permanente de notre archidiocèse de Libreville. Le carême, vous l'aurez compris, est un temps privilégié où l'Église nous invite à revenir à l'essentiel. L'essentiel pouvant ainsi se décliner comme l'écoute de la parole de Dieu,
la conversion de nos cœurs et le renouvellement de notre responsabilité dans la construction d'un monde plus juste, un monde plus fraternel. C'est dans cet esprit que s'inscrivent ces conférences qui veulent faire et être un espace de réflexion, d'éclairage et de discernement. Le thème qui les rassemble cette année est particulièrement interpellant. Église et école face aux violences, approche socio-pédagogique. Il s'agit là d'une question qui traverse aujourd'hui nos familles, nos écoles, et le drame que nous avons connu en début de semaine accentue l'urgence de cette réflexion. Il s'agit donc d'un fait qui marque notre société, la violence en milieu scolaire. Ces violences qui se manifestent dans le milieu éducatif ne sont pas seulement des faits isolés. Elles révèlent souvent des fragilités plus profondes, des crises de repères, des difficultés éducatives, la fragilisation du tissu social et parfois la perte du sens de la dignité de la personne humaine. Face à ces réalités, l'Église ne peut pas rester silencieuse. Elle est appelée, avec l'école et avec tous les acteurs de l'éducation, à contribuer à bâtir une culture de paix, de responsabilité et de respect de la vie. Comme nous le rappelle le prophète Osée, mon peuple périt faute de connaissance. C'est précisément pour lutter contre l'ignorance, les incompréhensions et les simplifications que nous avons voulu organiser ces conférences, car éclairer les consciences, former les intelligences et éveiller les responsabilités constitue une mission essentielle de l'Église. Nous aurons donc la grâce d'écouter, durant ces 3 soirées, 2 intervenants de qualité. Le professeur Daniel Bécalé, qui a déjà été présenté, chrétien catholique engagé, enseignant, chercheur, universitaire, sociologue de l'éducation, qui apportera donc le regard scientifique et analytique sur ces phénomènes. Ensuite, l'abbé Michael Ewen Moussavou, aumônier national des jeunes, spécialiste en questions de philosophie de l'éducation, qui nous aidera aussi à porter un regard tout aussi scientifique, mais aussi pastoral sur la jeunesse et les défis, notamment la violence. À travers leurs interventions et les échanges qui suivront, nous espérons ouvrir des pistes de réflexion et surtout encourager un engagement concret de chacun d'entre nous dans l'éducation des jeunes qui nous sont confiés. Je voudrais d'ores et déjà les remercier d'avoir accepté de partager leur expérience. Et à tous, à chacun, je souhaite de vivre un agréable moment. Sur ce, je déclare ouverte la 3e édition, la 5e édition des conférences de Carême. Je vous remercie. Un grand merci à l'abbé Jean Davy, responsable de la commission pour la formation permanente des laïcs et la catéchèse. Chers frères et sœurs, nous sommes venus aussi pour un thème. Et voici alors l'heure de ce thème. J'aimerais inviter respectueusement, avec fraternité, avec honneur et gloire de ce monde, bien sûr, qui font aussi la personne, le professeur Daniel Bécalé, à rejoindre l'espace dédié. Chers frères et sœurs, le professeur Daniel Bécalé est maître de conférences en sociologie de l'éducation, enseignant, chercheur à l'IOB, membre de la milice de l'Immaculée, membre du mouvement des catholiques républicains, membre du comité scientifique de la conférence épiscopale du Gabon, membre de la commission archidiocésaine pour le synode sur la synodalité. Chers frères, monsieur le professeur, vous avez 45 minutes. Merci.
La paix du Christ, la paix du Christ. Je voudrais, au début de mon intervention, adresser mes remerciements à la commission en charge de la formation des laïcs et de la catéchèse dans notre archidiocèse, qui, pour cette 5e édition des conférences de Carême, a bien voulu que nous puissions échanger sur une thématique qui, dans notre société, est de façon permanente d'actualité. La question de la violence et de la violence en milieu scolaire est une question aujourd'hui qui mobilise toutes les énergies et toutes les attentions et qui, de mon point de vue, mérite d'être discutée sans passion, sans complaisance, sans volonté de minimiser ou de surestimer le phénomène, mais surtout une question qui doit être abordée pour comprendre ce qui se joue, pour comprendre les enjeux et surtout pour aider notre société à faire face à ce phénomène. En effet, le cyberharcèlement, les rixes, les viols ou les meurtres sont aujourd'hui des faits qui défraient régulièrement la chronique dans notre société. Dans nos sociétés pourtant qui sacralisent l'enfance, qui sacralisent la jeunesse, qui se retrouvent donc choquées, surprises et troublées par ces manifestations de violence ou d'agression que les médias nous relaient au quotidien. Et donc, depuis quelques années maintenant dans notre pays, les pouvoirs publics condamnent et tentent de contenir ces excès. Mais on peut, pour le regretter, observer que, malgré les efforts qui sont faits jusqu'à présent, la tendance ne semble pas baisser. Et donc, pour nous aider à réfléchir sur cette thématique essentielle de notre société, de notre vivre ensemble, la Commission donc pour la formation des laïcs et de la catéchèse a bien voulu que nous puissions, dans le cadre de ces conférences de Carême, réfléchir en Église et ensemble sur cette question, sur cette problématique, sur ce phénomène que nous nommons les violences en milieu scolaire. L'abbé Michael et moi, nous vous proposons donc un itinéraire intellectuel qui nous permettra, en cette conférence inaugurale, de revenir sur les éléments définitionnels de la violence, les causes de cette violence, et dans un deuxième moment, pour la seconde conférence, l'abbé Michael reviendra sur la spécificité d'un certain nombre de violences, sur les conséquences de ce phénomène, et nous allons donc clôturer tous les deux dans le cadre de la 3e séance en suggérant quelques pistes, quelques mécanismes, quelques solutions qui pourraient nous aider à non pas anéantir totalement le phénomène, mais à le réduire de façon considérable. Donc pour cet après-midi, je vais vous entretenir sur la thématique suivante, qui découle donc du thème central de notre conférence de Carême. Je rappelle que le thème central est le suivant: Église et école face aux violences, approche socio-pédagogique. Et pour cet après-midi, je vous entretiendrai sur le premier sous-thème que nous avons identifié de ce thème central, à savoir l'école comme lieu de fraternité, de l'idéal chrétien aux réalités conflictuelles que nous observons dans nos établissements. Nous allons donc mettre un accent cet après-midi ou ce soir sur l'idéal chrétien de l'école ou du système éducatif et sur les réalités, malheureusement que nous regrettons, que nous observons au sein des établissements scolaires. Pour introduire donc cette conférence, nous allons rappeler quelques faits historiques et sociaux qui permettent justement de comprendre de quoi on parle. Dans les sociétés contemporaines, l'école occupe une place centrale, notamment dans le processus de socialisation et de formation des individus. La socialisation est pour les sociologues le processus par lequel
l'individu intériorise les normes et les valeurs de son groupe d'appartenance. Et donc, dans nos sociétés modernes, nous avons considéré que parmi les institutions sociales, l'école devrait jouer un rôle essentiel dans la socialisation des nouvelles générations. Et aujourd'hui, donc, l'école occupe cette place de socialisation et de formation des individus. Elle n'est pas simplement un espace de transmission des savoirs, c'est-à-dire un espace de transmission de la connaissance, à travers donc les matières scolaires que vous connaissez, mais elle est aussi, l'école, un lieu de construction des valeurs morales et des valeurs sociales. L'école doit transmettre, en plus des savoirs, de la connaissance, en plus des savoir-faire, des compétences, mais elle doit également transmettre le savoir-être, c'est-à-dire le comportement, l'attitude. Et de plus en plus, on parle même aujourd'hui de savoir-agir. Dans la tradition chrétienne, l'éducation est donc perçue ou envisagée comme une mission visant à former des personnes capables de vivre dans la fraternité, la solidarité et le respect de la dignité humaine. L'école est perçue comme cette institution, cet espace où s'apprend la fraternité, la solidarité et le respect de l'autre. Historiquement, l'école en Afrique et singulièrement au Gabon s'est développée à partir des missions chrétiennes qui ont associé instruction et évangélisation. De ce point de vue donc, l'institution scolaire portait un projet clair, celui de transformer les mentalités des individus, celui de construire une société sur des valeurs chrétiennes. Cependant, malgré cet idéal, on assiste aujourd'hui à un ensemble de phénomènes qui donnent à voir que l'école s'est transformée en un espace marqué par des tensions et des conflits. Les violences scolaires, les conflits entre élèves, les rivalités sociales ou encore les tensions institutionnelles entre acteurs du système éducatif montrent à bien des égards que l'école n'est pas uniquement un lieu de fraternité ou un sanctuaire où règne la paix et la sérénité. Dans ce contexte, donc, la question essentielle que nous nous posons cet après-midi est celle de savoir comment comprendre l'écart entre l'idéal chrétien de fraternité et les réalités conflictuelles observées dans les établissements scolaires gabonais. L'objectif de cette communication est donc d'analyser cette contradiction à partir d'une perspective sociologique. Il s'agit en effet de montrer que l'école constitue un espace où s'articule à la fois un projet moral, mais aussi des logiques sociales parfois conflictuelles. Pour saisir les enjeux de cette intervention, je voudrais d'abord revenir sur le cadre théorique qui nous permet d'analyser l'espace scolaire comme ce lieu de fraternité, mais surtout comme ce lieu de socialisation. Pour revenir sur la question de la fraternité, on peut retenir que dans la pensée chrétienne, l'éducation repose sur la connaissance de la dignité de chaque personne. Les valeurs éducatives chrétiennes mettent notamment l'accent sur la fraternité, l'entraide et la solidarité. La fraternité est ainsi considérée comme une valeur fondamentale qui doit structurer les relations sociales au sein de la communauté éducative. Dans cette perspective, l'école n'est pas simplement une institution académique, mais aussi une communauté morale où se construit le vivre ensemble. Cette vision s'inscrit dans une anthropologie chrétienne selon laquelle chaque individu est appelé à reconnaître l'autre comme un frère. L'éducation vise ainsi à former des citoyens capables de promouvoir la paix sociale et la justice. En considérant l'angle
selon lequel l'école est une institution de socialisation, les sociologues de l'éducation considèrent généralement que l'école a pour fonction essentielle de transmettre les valeurs collectives, les valeurs qui sont nécessaires à la cohésion sociale. L'école est donc une institution d'intégration sociale. L'école est une institution qui favorise le vivre ensemble, qui favorise la cohésion sociale. Parce qu'en effet, elle permet d'intégrer les individus, les nouveau-nés, dans la société en leur inculquant des normes et des règles communes. La mission essentielle de l'école, on le voit bien ici, est de transformer les nouveau-nés en futurs citoyens, citoyens porteurs d'un ensemble de valeurs et de principes qui sont des règles du vivre ensemble au sein d'une société. Mais l'analyse sociologique aussi permet de se rendre compte que l'école apparaît également comme un espace de reproduction des inégalités sociales. En effet, avec des auteurs comme Pierre Bourdieu, l'institution scolaire contribue à la reproduction des hiérarchies sociales en valorisant notamment certains types de savoirs, certains types de connaissances. Ainsi, on se rend compte que l'école peut être analysée à la fois comme ce lieu de cohésion sociale, mais aussi comme un espace de tension. L'école gabonaise que nous examinons aujourd'hui tire son origine dans l'action des missions chrétiennes. En effet, dès le 19e siècle, les missionnaires protestants et catholiques ont créé les premiers établissements scolaires destinés à instruire les populations locales. L'histoire nous apprend qu'en 1842, les missionnaires protestants créent la première école au Gabon, au lieu dit Baraka. Et 2 années plus tard, en 1844, Monseigneur Bessieux ouvre la première école catholique, dont la rentrée a été fixée au 1er janvier 1845. Ces écoles missionnaires poursuivaient plusieurs objectifs. Parmi ces objectifs, on peut citer la diffusion de la foi. L'école coloniale, l'école missionnaire, avait l'ambition de propager la bonne nouvelle, de propager l'évangile. Et donc, l'école apparaissait comme cet instrument facilitant justement la diffusion de l'évangile. Un autre des objectifs visait à former l'élite locale. En effet, c'est dans les écoles missionnaires que les populations locales, certaines d'entre elles, parce que l'école n'a pas toujours été ouverte à toutes les couches de la population, que les premiers lettrés gabonais vont être formés. Ces premiers lettrés qui vont jouer le rôle de commis de bureau, d'interprètes, d'agents d'administration, etc., vont d'abord être formés dans des écoles missionnaires. Un autre des objectifs formulés par l'école des missionnaires, c'est la transmission des valeurs morales et religieuses. Il faut dire que l'école missionnaire constituait, d'un point de vue historique, l'espace privilégié de la formation morale où la fraternité et la solidarité occupaient une place centrale. Au moment des indépendances, on assiste à un certain nombre de transformations. Et notamment avec la construction de l'État moderne, le système gabonais s'est progressivement laïcisé, il s'est institutionnalisé, notamment avec la loi 16/66 du 9 août 1966, qui va donc être la loi d'organisation de l'enseignement au Gabon. En héritant le principe de la séparation de l'Église et de l'État puisé dans la loi 1905 en France, le jeune Gabon indépendant va également retenir pour l'école publique le critère de laïcité, c'est-à-dire donc la neutralité vis-à-vis des religions et le fait de ne pas faire montre de signes d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires publics.
Dès lors, donc, l'école devient un instrument de développement national. On croit que l'éducation est la clé du développement. Et dans tous les pays au sud du Sahara, tous les pays dits sous-développés à ce moment-là, les États misent sur l'éducation des nouvelles générations pour sortir du sous-développement. Et donc, avec la théorie du capital humain, on va mettre l'accent sur la formation des ressources humaines. Sauf que cette transformation de l'école va s'accompagner par un certain nombre de tensions. Lorsqu'on rentre dans les années 60, on assiste au phénomène que l'on appelle en sociologie la massification scolaire, c'est-à-dire qu'on ouvre l'école à toutes les couches de la population. Et dans notre pays, jusqu'aux années 2010, on avait encore au niveau de la 5e année ou du CM2 de l'époque, le concours d'entrée en 6e. C'était un concours qui limitait l'accès au collège. Or, depuis 2012, le gouvernement a supprimé le concours d'entrée en 6e. La suppression de ce concours a eu pour effet l'explosion des effectifs au collège. Pour cette année, par exemple, on compte plus de 25 000 élèves qui sont admis en 6e. L'entrée massive de ces élèves en 6e occasionne des phénomènes que vous connaissez très bien, que l'on appelle les effectifs pléthoriques. Parce que dans la plupart des établissements publics aujourd'hui, de Libreville notamment, en 6e, les effectifs sont autour de 80 élèves par classe. Les établissements où on retrouve une quarantaine d'élèves par classe font figure d'exception. Mais en règle générale, si vous faites une petite enquête, vous vous rendrez compte qu'en 6e, on a des effectifs qui voisinent les 80 élèves par classe. Cette massification scolaire a donc pour incidence une difficulté dans la gestion d'un public de plus en plus nombreux, d'un public également composite qui vient de partout, notamment dans les établissements publics. C'est du tout venant, les enfants qui viennent des différents milieux sociaux de notre société. Et on assiste à une difficulté dans la gouvernance du système éducatif. La dernière actualité sur le mouvement des enseignants est une preuve manifeste des difficultés de gouvernance que nous rencontrons dans la gestion du système éducatif gabonais. Ces transformations ont donc modifié les dynamiques sociales au sein de l'école. Et sans dire que les violences naissent à partir de ce moment, parce que ce qu'il faut dire, c'est que les violences ne sont pas un phénomène inédit, ce n'est pas un phénomène nouveau, mais ce que l'on peut redire avec la question de la massification, c'est qu'elle a complexifié la gestion des conflits au sein des établissements. Parce qu'aujourd'hui, plus que par le passé, dans de nombreux établissements scolaires, les relations entre élèves sont marquées par des comportements conflictuels. Ainsi donc, on observe un certain nombre de violences qui se déroulent dans nos établissements, qui sont diverses et variées. Vous avez des violences dites physiques, par exemple des bagarres entre élèves. Vous avez des violences verbales, psychologiques, des questions de harcèlement moral. Vous avez des questions de harcèlement ou de violence sexuelle. Et on a même observé ce qu'on appelle des violences économiques. Au sein de nos écoles, au sein de nos établissements, plusieurs types de violences se manifestent. En 2019, le ministère de l'Éducation nationale, pour la première fois au Gabon, a fait une étude sur la question des violences en milieu scolaire. Les données statistiques issues de cette étude indiquent que 79% des violences vécues à l'école sont des violences verbales ou psychologiques. 79%. 59% sont des violences physiques, c'est-à-dire des agressions, des bagarres entre élèves. Mais la même étude indique aussi
que la plupart des violences psychologiques ou verbales sont le fait des filles. Parce que dans l'analyse du phénomène de la violence, on a tendance à considérer que ce sont que les garçons qui sont violents. Mais lorsque l'on regarde la typologie des violences, si on s'intéresse aux violences verbales notamment, on va se rendre compte que les filles jouent un rôle majeur. Et donc, de façon générale, une enquête de la Direction générale de la statistique au Gabon indique que 52% des femmes au Gabon déclarent avoir subi déjà des violences physiques à un moment quelconque de leur vie depuis l'âge de 15 ans. Ce qui veut dire que la violence n'est pas que scolaire. La société gabonaise, de façon générale, est une société violente. D'ailleurs, on parle des violences conjugales, des violences parentales, etc., etc. Et en contexte gabonais, on parle aussi de violences mystiques ou sorcelères. Même si nous n'allons pas rentrer dans cette analyse-là, mais il est bon de savoir qu'en contextualisant le phénomène des violences, on arrive aussi à identifier des violences dites sorcelères ou mystiques. D'un point de vue sociologique, on pourrait donc définir les violences comme un ensemble d'activités ou d'actions qui entraînent de la souffrance ou des dommages physiques ou psychiques chez des personnes qui sont actives dans et autour de l'école. La violence en milieu scolaire, c'est la violence qui se produit à l'intérieur des établissements, mais c'est aussi celle qui se produit aux abords des établissements, sur le chemin de l'école. Toutes ces formes de violence sont considérées comme des violences en milieu scolaire. Donc, il ne s'agit pas que d'agression ou d'actes d'intimidation en classe ou dans la cour de récréation, mais il s'agit aussi de prendre en compte le chemin de l'école, de prendre en compte les abords de l'école. Et nous ne sommes pas très loin d'un établissement qui se place plutôt bien sur les questions de violence. Malheureusement, le complexe Léon-Mba est le théâtre assez régulier des phénomènes de violence et notamment des faits très graves. Et on voit bien que parfois, ces violences se produisent au lieu dit, par exemple, CDB, c'est-à-dire le lieu où les élèves attendent les taxis ou les taxibus tournent. Il y a un certain nombre de faits qui se produisent là, mais qui sont considérés comme des violences en milieu scolaire parce qu'ils se déroulent aux abords de l'établissement. La question de la violence est une question qu'il faut prendre avec beaucoup de subtilité, qu'il faut prendre avec beaucoup de précaution, parce que la violence en milieu scolaire, ce ne sont pas que les faits graves qui sont révélés par les médias. Dans le traitement médiatique de la violence, on ne retient que les violences qui atteignent des situations dramatiques. Pour préparer cette conférence, j'ai essayé de faire un peu le tour des médias en ligne. Et lorsque les médias en ligne, notamment, parlent des questions de violence, c'est pour rappeler, je prends quelques exemples, pour rappeler par exemple que le 20 décembre 2016, le jeune Dorlan Obam Ondor, élève en classe de 5e au CES Léon-Mba 2, perd la vie des suites d'une agression à l'arme blanche d'un de ses camarades. C'est pour rappeler également que le vendredi 3 mars 2017, un groupe d'élèves du lycée Léon-Mba 2 a pris d'assaut le CS Léon-Mba 1, armé de cailloux et de bâtons. Ils ont fait irruption en salle J3, une classe de 3e. Et c'est pour rappeler enfin qu'en avril 2017, un adolescent de 15 ans, élève en classe de 6e au CS Baoumar, interpellé par la police judiciaire pour avoir asséné plusieurs coups de couteau à son ami de 16 ans, élève en classe de 3e au collège Fustel de Coulanges, au Charbonnage. On voit bien que les médias ne retiennent que les faits dramatiques. La violence que sous sa forme paroxystique, c'est-à-dire sa forme la plus grave, qui entraîne la mort. Or, en réalité, d'un point de vue sociologique, les violences à l'école, ce sont des faits routiniers
des faits récurrents. Ce sont les intimidations, c'est le racket, ce sont les moqueries, ce sont les injures, ce sont toutes ces petites choses qui alimentent le quotidien des élèves, qui en réalité méritent d'être traitées et d'être considérées dans le traitement du phénomène de la violence. Pour étudier la violence, il ne suffit pas de s'arrêter aux faits dramatiques, aux faits graves, parce que avant d'arriver à ces faits graves, il y a un certain nombre de situations qui se produisent à l'intérieur des établissements et qui parfois aboutissent à ces faits-là. L'abbé Jean Davy rappelait en introduction de cette conférence le drame que nous avons vécu il y a quelques jours. Lorsqu'on commence à lire les premiers commentaires dessus, on va se rendre compte qu'avant d'arriver à ce drame-là, il y a eu des faits qui se sont produits. C'est donc dire que si l'on veut saisir la violence de façon, je dirais, pertinente, il faut intégrer les différentes dimensions. Parce qu'en effet, l'école gabonaise ne connaît pas que des violences physiques, ne connaît pas que des violences verbales ou des violences sexuelles. En réalité, les violences sont un phénomène dont la constellation est importante. L'école gabonaise connaît également des conflits institutionnels entre les différents acteurs du système. Je l'ai rappelé déjà, les grèves des enseignants, les tensions entre les syndicats et les autorités administratives, ou encore les contestations liées aux réformes éducatives, contribuent, participent à fragiliser le climat scolaire. Dans ces conditions, la stigmatisation des élèves en difficulté, par exemple, ou issus des milieux défavorisés, la taille des établissements, la densité des effectifs ou le manque de ressources humaines et matérielles pour accompagner les élèves sont en réalité autant de facteurs scolaires qui contribuent à la survenue de violences. Lorsque dans un établissement, rien que pour la classe de 6e, vous avez 1500 élèves, allez-y comprendre que si on intègre tout l'établissement, le nombre d'élèves que l'administration des établissements doit gérer. Faute d'infrastructures suffisantes, faute de projets peut-être ambitieux, les pouvoirs publics ont opté il y a quelques années pour une politique de regroupement des établissements. On est passé du lycée national Léon-Mba au complexe Léon-Mba. À l'intérieur de ce complexe, il y a, je pense, 5 établissements ou 4 établissements. Il y a les 2 CS, il y a le lycée et il y a Matsup, Matspé. Donc il y a 4 établissements qui voisinent à l'intérieur et qui partagent le même espace à l'intérieur du lycée national Léon-Mba. D'un point de vue sociologique, la violence relève aussi de ce que nous appelons un effet établissement. En effet, la configuration et la composition sociale des écoles peuvent être un facteur soit d'aggravation ou d'atténuation des faits de violence. La violence est présente partout, dans tous les établissements, mais pas à la même ampleur. Certains facteurs aggravent les faits de violence, pendant que d'autres permettent de les diminuer ou de les amenuiser. Et aujourd'hui, lorsqu'on étudie ces phénomènes de violence, sans vouloir faire dans la stigmatisation, mais il y a un certain nombre d'établissements qui sont cités. Et lorsqu'on regarde la composition sociale de ces établissements, on va se rendre compte qu'essentiellement, des établissements dont les élèves viennent des milieux populaires. Malheureusement, la plupart des élèves qui sont acteurs ou victimes de la violence sont souvent des élèves qui sont déjà en situation de fragilité sociale et économique. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas touchés par ce phénomène, mais ça veut dire simplement que lorsqu'on prend en termes de pourcentage, ce sont les plus nombreux. La sociologie de l'éducation montre que l'école fonctionne comme un microcosme social, c'est-à-dire comme une petite société. Et à l'intérieur de cette petite société qu'est l'école, on retrouve
l'ensemble des inégalités sociales, l'ensemble des inégalités économiques, l'ensemble des tensions sociales de notre pays ou de notre contexte. Les conflits que l'on observe au sein des établissements ne peuvent être analysés indépendamment des dynamiques sociales plus larges. En effet, la violence a une dimension systémique. Traiter de la violence, la traiter de façon optimale, ne peut pas se limiter à un traitement scolaire. Le sociologue français Marwan Mohamed souligne par exemple que les quartiers populaires aujourd'hui sont animés par ce qu'il appelle une culture de l'embrouille. Une culture de l'embrouille qui est omniprésente dans la construction des identités et dans les modes de participation sociale. En effet, la notion d'embrouille est utilisée ici par les jeunes pour évoquer les histoires qui les opposent aux bandes rivales. Elle désigne des conflits entre occupants de deux espaces ou micro-espaces. On peut donc définir ces embrouilles comme des menaces, des intimidations ou des échanges de violence qui nourrissent donc la conflictualité latente entre des collectifs de jeunes affiliés à des réseaux et à des territoires de sociabilité. Lorsqu'on analyse le phénomène de la violence en milieu scolaire, on retrouve cette idée de culture de l'embrouille. Parce qu'on assiste parfois à des conflits inter-établissements, à des conflits interclasses, à des conflits de bandes. D'accord ? Et en général, on assiste au prolongement de la violence urbaine dans les établissements scolaires. Face donc aux tensions dans les établissements scolaires, il apparaît urgent peut-être de repenser les pratiques éducatives, parce qu'il faut renforcer visiblement la dimension éthique et communautaire de l'école. Et de ce point de vue-là, plusieurs réflexions sont menées, et c'est d'ailleurs pourquoi la thématique de cette année concernant ces conférences de Carême est tout à fait d'un intérêt particulier, parce qu'elle donne la possibilité à deux institutions sociales, l'Église et l'école, de réfléchir ensemble pour lutter contre ce phénomène. Et je me demandais, 20 minutes encore, j'ai quasiment fini. Et je me demandais effectivement s'il n'était pas utile de conjuguer les efforts pour résoudre ou pour tenter de lutter contre ce phénomène. En effet, les initiatives qui sont prises par les pouvoirs publics sont certes louables, mais à l'évaluation des dispositifs mis en place, la portée est encore minime ou, je dirais, les résultats ne sont pas encore probants, puisque malgré les mécanismes mis en place, malgré les dispositifs, on enregistre encore chaque jour des faits de violence et des faits parfois graves. Ça veut dire que dans les stratégies qui sont développées, il y a encore des choses à faire. Mais je voudrais vous partager mon expérience personnelle. J'ai été sollicité par le ministère de l'Éducation nationale pour travailler sur cette question de violence en milieu scolaire et plusieurs initiatives avaient été prises. J'avais pris part notamment à une initiative portée par l'AFD à travers le programme PISA. L'initiative consistait à rédiger une espèce de guide de lutte contre les violences en milieu scolaire. Ce travail a été fait par des praticiens de l'éducation nationale, par les universitaires comme moi, et même par un sociologue français qui est très alerte sur ces questions de violence, Éric Desbarbieux pour ne pas le citer, qui était donc le coordonnateur du projet. Et les équipes ont travaillé, les équipes ont produit le guide, le fameux guide. Il fallait maintenant par la suite former les acteurs de terrain, donc former les enseignants, former le personnel, pour que effectivement les propositions formulées soient testées, elles soient mises en pratique. Et malheureusement, quelques initiatives de formation ont commencé
à avoir lieu à Libreville notamment, mais comme généralement dans notre pays, le projet n'est finalement pas allé à terme. Et donc, même dans les initiatives qui sont prises, il y a un certain nombre de choses qui ont été proposées, mais qui manquent en réalité d'application. Et ce guide de lutte contre les VMS est un exemple parmi d'autres. C'est pour dire qu'aujourd'hui, si l'Église se saisit de la problématique, il faut qu'elle travaille à aller au-delà de ce que nous allons proposer ici, mais qu'elle travaille à mettre en œuvre les mécanismes ou les pistes que nous allons explorer ensemble. Parce que l'une des faiblesses dans cette lutte, c'est de ne pas aller au bout de la logique, au bout du dispositif. C'est de se dire qu'on a retenu un dispositif comme tel. Aujourd'hui, je pense qu'il y a la police scolaire qui essaye tant bien que mal d'apporter une aide à la lutte contre le phénomène. Mais peut-être qu'il manque à cette police scolaire un certain nombre de moyens. Parce que la fouille des cartables, par exemple, visiblement ne suffit plus. Parce que à l'entrée des établissements, la police scolaire, les surveillants font de la fouille des cartables pour vérifier si les élèves n'ont pas d'objets dangereux. Mais malgré cette fouille, on voit qu'ils arrivent toujours à dissimuler parfois certains objets. Et donc aujourd'hui, il semble utile de repenser le sens de la fraternité scolaire en contexte gabonais. Et je pense que l'Église peut prendre le lead sur cette question, parce qu'au final, travailler sur le phénomène des violences, c'est aussi faire un gros travail de sensibilisation et de formation. Parce qu'on peut toujours se demander si les acteurs de l'école sont formés ou sont prêts à gérer les situations de violence. Et donc, il y a une nécessité permanente de former ces personnels-là, de discuter de cette question avec les élèves, de discuter de cette question avec toute la communauté éducative. Parce que, comme je l'ai dit, la violence a une dimension systémique. Si l'on veut attaquer la violence simplement à l'école, sans interroger la famille, sans interroger l'Église, sans interroger les autres instances de socialisation, on est sûr qu'on passera à côté d'un certain nombre de choses. Et donc, pour une lutte, me semble-t-il, plus efficace, il faut arriver à définir des actions concertées, des actions réfléchies et menées de façon tout à fait commune ou collégiale. Face aux tensions que l'on observe dans les établissements scolaires, les pratiques éducatives méritent d'évoluer. Parce qu'en général, face à la violence, on est soit pris entre le laxisme de laisser faire ou le retour à l'autoritarisme. Parce que si on fait même un sondage dans la chapelle, parmi tous ceux qui sont là, beaucoup de parents notamment considéreront que si la violence a cette ampleur, c'est parce que la chicotte a disparu de l'école. C'est parce que les parents manquent aujourd'hui d'autorité. Les enfants sont devenus des enfants rois. Et donc, il y a une nécessité pour certains parents de revenir à l'époque. Parce que visiblement, et ça c'est ce que les Blancs nous avaient laissé croire aussi à un moment donné, visiblement, l'homme noir ne comprend qu'avec la chicotte. Donc, tant qu'il n'y a pas le tuyau rouge ou le tuyau noir, je me souviens, lorsque nous étions élèves, les enseignants avaient toute forme de chicotte. Parfois, c'était les tuyaux de gaz, des choses qui faisaient vraiment très mal, qui laissaient des cicatrices sur le corps. Mais aujourd'hui, face à la montée de la violence, beaucoup de parents sont tentés de vouloir revenir à cela. Donc, ramener un peu cette forme d'éducation autoritaire pour éviter justement que le phénomène ne gagne du terrain. Et donc, on est partagé un peu entre ce retour à l'autoritarisme et ce laxisme aussi que l'on peut observer, mais un laxisme qui est aussi lié aux évolutions sociales.
Parce que la société n'est pas statique. Aujourd'hui, on parle de plus en plus du droit des enfants. Les enfants ont un droit, ont un mot à dire. D'accord? Et l'évolution de certaines sciences comme la psychologie notamment montre que la chicotte n'a pas toujours que des bienfaits. Semble-t-il, nous sommes tous des traumatisés, des adultes traumatisés. Je parle sous le contrôle d'une psychologue que je viens de voir entrer. Et donc, aujourd'hui, le retour à la chicotte ne serait pas la solution. Il faut discuter, échanger. Donc, il y a de nouvelles méthodes, de nouveaux moyens qui sont en phase expérimentale. Mais lorsqu'on voit le phénomène se déployer, on a l'impression que ces nouveaux mécanismes, ces nouveaux outils ne portent pas toujours du fruit. Et donc la discussion est ouverte. Nous avons chacun une expérience de la vie. Nous avons tenté des choses. Face à la violence, personne ne peut rester indifférent. Nous devons tous, chacun au niveau qui est le sien, pouvoir apporter sa contribution. L'Église, les familles, l'école, l'État, tout le monde doit pouvoir apporter sa contribution pour lutter contre ce phénomène. Mais je voudrais encore insister dessus, la violence a une dimension systémique. Donc si on s'attaque simplement à un bout, on n'est pas sûr d'avoir les résultats escomptés. En définitive, puisqu'il me reste 5 minutes, je pense qu'il me restait 20 minutes, mais en définitive, donc, l'analyse sociologique de l'école gabonaise révèle aujourd'hui qu'il y a un grand décalage entre l'idéal chrétien de fraternité, d'accord, et les réalités conflictuelles que l'on observe dans les établissements scolaires. Si donc l'école demeure porteuse d'un projet moral, parce que c'est ce qui est à la base de l'école, visant donc à promouvoir la solidarité et la paix, mais on doit reconnaître qu'elle est aujourd'hui traversée par des tensions qui reflètent en réalité les transformations de la société. Nous vivons dans une société violente, raison pour laquelle les autorités ont restreint l'accès aux réseaux sociaux, parce que vous êtes trop violents. Et donc l'école apparaît ainsi comme un espace plutôt ambivalent, à la fois un lieu de reproduction des conflits sociaux et un espace aussi potentiel de construction de la fraternité. Parce qu'à l'école, on a des jeunes enfants, on a des élèves qui sont encore en âge d'être transformés, de se construire, et on doit pouvoir saisir cette opportunité de construction pour transmettre à ces élèves les valeurs morales, les valeurs sociales les plus positives pour le bien de notre société. Et donc, le défi de l'école gabonaise aujourd'hui, ou du système éducatif gabonais sur la question des violences, consiste donc à renforcer les pratiques éducatives qui sont capables de transformer l'école en, finalement, un laboratoire de paix et de cohésion sociale. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est que plutôt l'école est devenue le théâtre d'un ensemble de conflits, d'un ensemble de violences qui fragilisent le climat scolaire. Je ne voudrais pas aller plus loin que cela parce que je risque d'empiéter sur la conférence de l'abbé Michael et peut-être sur la 3e conférence. Mais je voudrais, pour terminer, indiquer simplement que l'école, par définition, c'est un lieu de fraternité. Et aujourd'hui, ce que l'on observe doit donner l'opportunité à chacun de pouvoir réfléchir sur la nécessité de ramener un peu plus de sérénité au sein de nos établissements scolaires, parce que la dégradation du climat scolaire a également des conséquences sur les performances des élèves. Je vous remercie pour votre aimable attention. Chers frères et sœurs, nous sommes un peu avares ce soir avec nos applaudissements et notre reconnaissance. Nous voulons dire un grand merci au professeur Daniel Bécalé pour sa brillante et éloquente conférence intitulée «
l'école comme lieu de fraternité, de l'idéal chrétien et aux réalités conflictuelles du Gabon, une analyse sociologique des transformations scolaires. Loin de moi l'idée de vouloir résumer cette brillante conférence, je vais simplement attiser et réveiller en nous l'esprit de réflexion pour pouvoir poser des questions aux conférenciers. Le professeur est parti pour un pèlerinage avec 3 moments, sinon 4. Le premier moment introductif, le sens de l'école comme lieu de fraternité. Le deuxième moment, l'histoire du développement de l'école en tant qu'institution, en rappelant que l'école missionnaire avait pour thématique générale la diffusion de l'évangile, former l'élite locale et la transmission des valeurs morales. Quant à l'école laïque, elle était libre et ouverte à tous. Le professeur, dans un deuxième moment, a exposé les tensions sociales, les violences scolaires et les conflits institutionnels, en rappelant que l'école a pour fonction, en rappelant que l'école n'est que le miroir du monde d'aujourd'hui avec les situations sociales suivantes, la pauvreté, les inégalités, où se vit aussi cette culture de l'embrouille en tant que bon sociologue qui cite des sociologues. Il est parti aussi pour nous rappeler le prolongement de la violence urbaine au sein de l'école. Pour terminer son propos, le professeur a posé la réalité de repenser les pratiques éducatives afin de renforcer la dimension éthique et communautaire de l'école. Il nous a donné quelques beaux mots qui peuvent nous aider à repenser ces pratiques, renforcer, sensibiliser, former, ouvrir à la discussion, afin que personne ne soit indifférent sur la réalité des violences en milieu scolaire. Chers frères et sœurs, il nous faut un temps pour digérer ce que nous avons vécu. C'est pour cela que nous invitons le maestro à nous accompagner avec quelques sonorités qui vont élever nos esprits à la hauteur de Dieu pour que nous puissions, autant que possible, poser des questions aux brillants conférenciers. Nous avons 10 minutes pour repenser, pour réflexionner. Je vous remercie.
Merci au maître Félix de nous avoir permis de digérer ces hauts enseignements pour ouvrir cette phase de questions ou d'apports. Nous allons rappeler le principe, concision, précision et présentation. Nous allons prendre une première série de 3 questions. Le micro va circuler librement, nous nous présentons et nous posons notre question. L'appel du Christ.